Deuxièmement, séjour à Tétouan. Tétouan s'élève sur un plateau rocheux qui se détache du flanc gauche de la vallée du même nom et qui la barre en grande partie. Dominée au nord et au sud par de hautes montagnes, ayant à ses pieds les plus beaux jardins du monde, arrosés par 1000 sources, elle a l'aspect le plus riant qu'on puisse voir. La ville est assez bien construite et moins sale que la plupart des cités du Maroc. Ses fortifications consistent en une qasba, nom de l'auteur, citadelle, fin de note. Ces fortifications consistent en une qasba s'élevant au nord-ouest de la ville et en une enceinte en briques de 5 mètres de haut et de 30 à 40 cm d'épaisseur. Quelques canons hors d'usage grimacent en manière d'épouvantail aux abords de chaque porte. Tétouan est grande, mais les quartiers excentriques en sont peu habités, en partie ruinés. Beaucoup de mosquées, pas de bâtiments remarquables, si ce n'est le massif donjon du Meshwar. Le quartier commerçant est animé, surtout le mercredi, jour de marché. Il y a un grand mllah, le plus propre et le mieux construit que j'ai vu au Maroc. Tétouan peut avoir 20 000 à 25 000 habitants, dont environ 6 000 Israélites. Elle a pour gouverneur un caïd nommé directement par le sultan. L'autorité de ce magistrat s'étend sur le territoire situé entre la mer et les tribus indépendantes du Rif d'une part et les provinces de Tanger et de l'Araish de l'autre. Les environs de la ville sont d'une grande fertilité. Les fruits de ces immenses jardins sont renommés dans tout le nord du Maroc. On les exporte à Al-Qsar et Fès. La vallée de l'Oued Tétouan, après s'être resserrée en face de la ville au point d'y former un véritable khneg, reprend aussitôt au-dessous d'elle d'une grande largeur. En même temps, les montagnes qui l'abordent et qui étaient très hautes jusque-là s'abaissent et deviennent des collines. Dès lors, la vallée n'est plus, jusqu'à la mer, qu'un immense champ de blé semé de fermes et de jardins. Je demeurai des jours à Tétouan. Ce n'est pas que ce long séjour entra dans mes projets, bien au contraire. Mon désir était de partir le plus tôt possible pour Fès, mais je tenais à y aller par un chemin déterminé, passant par les territoires des Lahmas, des Bni Zroual, des Bni Ahmed. Note de l'auteur. Cet itinéraire est le suivant. Tétouan, Bni Huzmar, Bni Hassan, Lahmas, Bni Zroual, Bni Ahmed, Rhouna, Shraga, Fès. Fin de note. Je me mis donc, dès mon arrivée, en quête d'un guide qui me conduisit par cette voie. Je rencontrai de graves obstacles. Les tribus dont je voulais traverser les terres étaient insoumises, et de plus célèbres par leur brigandage. Les caravanes évitaient avec soin leur territoire. Les courriers n'osaient y passer, on leur prenait leurs lettres et leurs vêtements. Les talebs même ne s'y aventuraient qu'à condition d'être à peu près nus. Bref, malgré mes recherches, malgré mes offres, je n'avais encore après 8 jours pu trouver personne qui se chargeât de me conduire. Je fis une dernière tentative. Je m'adressai à des shrifs, à des marabouts de Tétouan. Peut-être avaient-ils de l'influence, des amis dans ces régions. Et pourrait-on les traverser avec leur protection? Partout, la réponse fut négative. Mais, me disait-on en même temps, ce qui était impossible d'ici devenait aisé de Fès. Là se trouvaient des personnages pour qui me faire voyager en ces tribus serait chose facile. Ces dernières paroles, que je reconnus plus tard être la vérité, me décidèrent à ne pas m'obstiner davantage. Je résolus de partir pour Fès par le chemin ordinaire, celui de Qsar. Auparavant, je consacrais 2 journées à une excursion à Chaouen, petite ville du Rif située à une 50aine de kilomètres au sud de Tétouan. Troisièmement, excursion à Chaouen, 2 juillet.
Je sors de Tétouan à 8 heures du matin. Un guide musulman est mon unique compagnon. D'ici à Chaouane, nous avons à traverser les territoires de 3 tribus. Les Ibn Huzmar, les Ibn Hassan, les Lahmas. Les 2 premières sont soumises. On y voyage seul en sécurité. La dernière ne l'est pas. Quand nous en approcherons, nous aviserons à prendre nos précautions. Durant toute la route, le chemin est aisé. On est continuellement en montagne. Par conséquent, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, un terrain généralement pierreux, mais de passages difficiles, point. Au début, dans la basse vallée de l'Oued el-Mhajra, le pays a un aspect sauvage. La rivière est encaissée entre 2 hauts talus tout couverts de broussailles, myrtes, bruyères, palmiers nains et surtout lentisques. Au-delà de ces talus, on ne voit à l'ouest que de longues croupes boisées se succédant les unes aux autres. À l'est, que la haute muraille rocheuse qui couronne le Jbel Bni Hassan. Cette dernière se dresse toute droite au-dessus de nos têtes. À peine se trouve-t-il entre elle et les lentisques une étroite bande de culture. Quant à l'Oued, c'est un torrent aux eaux vertes et impétueuses. Mais après quelque temps, le paysage se modifie. La bande de culture s'élargit, des troupeaux paissent dans les broussailles, en rencontre des villages. En marche encore, la rivière prend un autre nom. Un palmier solitaire croissant sur sa rive l'a fait appeler Oued Nakhla. À ce moment s'opère un changement complet. Lentisques et palmiers nains disparaissent. Les talus s'arrondissant deviennent des côtes assez douces que garnissent des cultures. Le Jbel Bni Hassan présente maintenant un aspect enchanteur. Des champs de blé s'étageant en amphithéâtre sur son flanc et depuis les roches qui le couronnent jusqu'au fond de la vallée le couvrent d'un tapis d'or. Au milieu des blés brille une multitude de villages entourés de jardins. Ce n'est que vie, richesse, fraîcheur. Des sources jaillissent de toutes parts. À chaque pas on traverse des ruisseaux. Elles coulent en cascade parmi les fougères, les lauriers, les figuiers et la vigne qui poussent d'eux-mêmes sur leurs bords. Nulle part je n'ai vu de paysage plus riant, nulle part un tel air de prospérité, nulle part une terre aussi généreuse et des habitants plus laborieux. D'ici à Chaouane, le pays reste semblable. Le nom des vallées change, mais pareille richesse règne partout. Elle augmente même encore à mesure que l'on s'avance. J'arrive dans la vallée de l'Oued Erzez. Les villages maintenant se succèdent sans interruption. Le sentier bordé d'églantiers en fleurs ne sort plus des vergers. Nous cheminons à l'ombre des grenadiers, des figuiers, des pêchers et de la vigne, dont les rameaux couvrent les arbres. Les ruisseaux sont si nombreux que l'on marche presque constamment dans l'eau. C'est ainsi que je parviens non loin du confluent au fini avec le territoire des Ibn Hassan, le bled el-Makhzen. Au-delà commencent les Lahmas, c'est le bled Siba. Nous ne pouvons aller seuls plus loin. D'ailleurs, il est 7 heures du soir. Nous nous arrêtons dans un beau village où l'on nous donne l'hospitalité. Ici, les habitations sont bien différentes des huttes que l'on voit près de Tétouan. Ce sont des maisons, les unes de pisé, les autres de briques, toutes bien construites. La plupart sont blanchies et elles sont couvertes de toits, soit de chaume, soit de tuiles, point de terrasse. Auprès de toute demeure est un clos de gazon, des murs bas alentour, de vieux figuiers l'ombrage. Là rentrent chaque soir les troupeaux qui, le jour, paissent dans la montagne. Des ruisseaux courent dans tous les sentiers du village. Ils apportent l'eau devant chaque porte. Tout est propre, frais, riant. Toute la journée, il y avait des passants sur le chemin, dans les champs, une foule de travailleurs, ainsi que nous l'avons dit, la plupart des cultures consistent en blé. Cependant, on rencontre aussi de l'orge et de loin en loin quelques champs de maïs. 2 cours d'eau importants. L'Oued Tétouan, berge de terre presque à pic de 4 ou 5 mètres de haut, lit de 12 mètres de large, rempli d'eau courante et assez claire, de 50 à 60 cm de profondeur, fond de sable. El-Oued el-Mhajra. Voici ce qu'il est dans sa partie inférieure.
berge à peine marquée, eau verte, de 6 à 8 mètres de large et de 30 ou 40 centimètres de profondeur, serpentant dans un lit de galets beaucoup plus large, courant très rapide. Le Jbel Bni Hassan est un massif extrêmement remarquable. Le versant occidental en affecte, dans sa partie nord, la forme suivante, alpha. Dans sa région sud, celle-ci, bêta. Les plus hauts sommets dont les cartes marines donnent les altitudes, 1410 mètres, 2210 mètres, 1818 mètres, en sont invisibles du fond de la vallée. Une haute muraille de pierre grise à crête dentelée le couronne de ce côté et lui donne l'aspect le plus étrange. On dirait une série de rochers de Gibraltar juxtaposés sur un piédestal de montagne, quelque chose comme ceci, gamma. La crête supérieure de cette muraille me paraît être à une altitude à peu près uniforme, pouvant varier entre 1200 et 1500 mètres. Au-dessus, quelques cultures entrevues en 2 ou 3 points semblent révéler l'existence d'un plateau. 3 juillet. À 3h30 du matin, nous nous mettons en route. Un jeune homme du village où nous avons passé la nuit nous accompagne. Son père, qui, moyennant une faible rétribution, nous a accordé son anaya, nous le donne pour nous servir de ztat. Note de l'auteur. Ztat. Pluriel, ztata. Dans toutes les tribus indépendantes du Maroc, ainsi que dans celles qui sont imparfaitement soumises, la manière de voyager est la même. On demande à un membre de la tribu de vous accorder son anaya, protection, et de vous faire parvenir en sûreté à tel endroit que l'on désigne. Et s'y engage moyennant un prix qu'on débat avec lui, stata. La somme fixée, il vous conduit ou vous fait conduire par un ou plusieurs hommes jusqu'au lieu convenu. Là, on ne vous laisse qu'en main sûre, chez des amis auxquels on vous recommande. Ceux-ci vous mèneront ou vous feront mener plus loin dans les mêmes conditions. Nouvelle anaya, nouvelle stata, et ainsi de suite. On passe de la sorte de main en main jusqu'à l'arrivée au terme du voyage. Ceux qui composent l'escorte sont appelés ztat. Leur nombre est extrêmement variable, je l'indiquerai toujours. On verra qu'un seul homme suffit parfois, lorsqu'ailleurs, souvent très près, 15 ne suffisent pas. L'usage de l'anaya, appelé aussi mzreg, forme une des principales sources de revenus des familles puissantes. C'est à elle, en effet, que les voyageurs s'adressent de préférence, la première condition chez un ztat étant la force de faire respecter son protégé. Il y a une seconde qualité non moins essentielle qu'il faut chercher en lui, c'est la fidélité. En des lieux où il n'y a ni loi ni justice d'aucune sorte, où chacun ne relève que de soi-même, des stats peuvent piller, égorger chemin faisant les voyageurs qu'ils avaient promis de défendre. Nul n'a un mot à leur dire, nul n'a un reproche à leur faire. C'est un accident contre lequel rien au monde ne peut garantir. Une fois en route avec des stats, on est entièrement à leur merci. Aussi faut-il les choisir avec la plus grande prudence et avant de demander à un homme son anaya, s'informer minutieusement de sa réputation. D'ailleurs, quoiqu'on en voie un très grand nombre qui trahissent, soit ouvertement en vous pillant eux-mêmes, soit par stratagème, en vous faisant dépouiller par un parti plus nombreux auquel ils donnent le mot, quoiqu'il y en ait d'autres qui vous abandonnent chemin faisant après s'être fait payer d'avance, ou bien qui ne consentent à vous accompagner jusqu'au bout qu'à condition d'augmenter leur salaire, malgré ces genres divers de trahison, genres que j'ai expérimentés tous sans exception, on trouve aussi des hommes honnêtes qui, les uns par sentiment d'honneur, les autres pour garder intacte une réputation source de nombreux bénéfices, non seulement vous conduisent fidèlement jusqu'à la fin, mais montrent même un dévouement qui va jusqu'à risquer leur vie pour vous défendre. Fin de note.
Son père nous le donne pour nous servir de ztat. Elle est sans armes, comme toutes les gens qu'on rencontre de Tétouan à Chaouen. Nous descendons d'abord les dernières pentes du Jbel Bni Hassan, puis suivons le fond de la vallée qui se déroule à 100 pieds. Nous ne tardons pas à entrer sur les terres des Lahmes. C'est toujours la même prospérité, la même richesse. L'Oued el-Chaïch roule ses eaux paisibles à l'ombre d'oliviers séculaires, sa vallée couverte de beaux champs de blé où travaille gaiement une foule de moissonneurs. Ce n'est que sur les premières pentes du Jbel Bni Zidjil, prolongement du Jbel Bni Hassan, trop raide ici pour recevoir de culture, qu'on retrouve pendant quelque temps les palmiers. Encore cela dure peu. Le premier talus franchi, les côtes deviennent plus douces, et au milieu de champs dorés, en traversant des ruisseaux innombrables, je monte à Chaouen. La ville, enfoncée dans un repli de la montagne, ne se découvre qu'au dernier moment. On a gravi tous les premiers échelons de la chaîne. On est parvenu à la muraille rocheuse qui la couronne. On en longe péniblement le pied au milieu d'un dédale d'énormes blocs de granit où se creusent de profondes cavernes. Tout à coup, ce labyrinthe cesse. La roche fait un angle. À 100 mètres de là, d'une part adossée à des montagnes à pic, de l'autre bordée de jardins toujours verts, apparaît la ville. Elle était 6 heures du matin quand j'y arrivai. À 7 heures, les premiers rayons du soleil, laissant encore dans l'ombre les masses brunes des hautes cimes qui la surplombent, doraient à peine le faîte de ses minarets. L'aspect en était féerique. Avec son vieux donjon à tournure féodale, ses maisons couvertes de tuiles, ses ruisseaux qui serpentent de toutes parts, on se serait cru bien plutôt en face de quelques bourgs paisibles des bords du Rhin qu'au d'une des villes les plus fanatiques du Rif. Chaouen, dont la population compte de grands nombres de sherifs. Note de l'auteur. Parmi ces shérifs se distingue au premier rang la famille des Oulad Mchiche. Ils font partie de la descendance de Sidi Abdeslam ben Mchiche, célèbre saint marocain mort en 1227 de Jésus-Christ et enterré non loin de Tétouan, au Jbel Alem. C'est à l'obligeance de M. Pilar, ancien interprète militaire, qui d'ailleurs m'a ainsi, qu'on le verra, fourni la matière de plusieurs autres notes, que je dois ce renseignement. Le Jbel Alem, où se trouve le mausolée de Sidi Abdeslam ben Mchiche, est situé à une journée de marche de Tétouan, dans le Jbel Bni Hassan. Il fait partie de cette chaîne, il s'élève sur son versant oriental. Fin de note. Chaouen, dont la population compte de grands nombres de sherifs, est en effet renommé pour son intolérance. On se raconte encore le supplice d'un malheureux Espagnol qui, il y a une vingtaine d'années, voulut y pénétrer. Même les Juifs, qu'en tolèrent, sont soumis au plus mauvais traitement. Parqués dans leur mlah, ils ne peuvent en sortir sans être assaillis de coups de pierre. Surtout le territoire des Lahmes, auquel appartient la ville, personne ne passa près de moi sans me saluer d'un « Allah yahraq bouk al-Yahudi ». Note de l'auteur. Que Dieu fasse brûler éternellement le père qui t'a engendré, juif. Fin de note. Ou de quelque autre injure analogue. Chaouen a 3 ou 4 000 habitants, parmi lesquels une dizaine de familles israélites. Le marché s'y tient le dimanche. C'est une ville ouverte, derrière elle s'élève à pic la haute muraille de roche qui couronne le Jbel Bni Zidjil. En avant commencent de superbes jardins qui, s'étendant sur le flanc de la montagne, couvrent un espace immense. Les fruits qu'ils produisent, leurs raisins surtout, sont célèbres dans tout le nord du Maroc. Chaouen est renommé aussi pour l'excellence de son eau. Pendant cette dernière partie de ma route, j'ai encore rencontré beaucoup de personnes sur le chemin. Celui-ci ne cesse pas d'être bon. Une seule côte, un peu raide, aucun passage difficile.
Sol terreux, peu de pierres. J'ai traversé 2 cours d'eau assez importants. L'Oued Elzez, berge de terre d'1 mètre, eau claire et courante de 60 cm de profondeur, 8 mètres de large, lit de galets. Et l'Oued el-Cheich, il coule à plein bord dans un lit de gravier de 10 mètres de large, eau claire et courante de 60 cm de profondeur. Le Jbel Bni Zidjil, identique au Jbel Bni Hassan, n'est que la continuation de celui-ci sous un autre nom. On le voit se prolonger bien loin encore dans le sud, appelé alors Jbel Ahmes. Vers 7 heures du matin, je quitte Chaouenne pour reprendre la direction de Tétouan. Le chemin qui m'a conduit me ramène. Pas de nouvelles remarques à faire. Je ne me lasse pas d'admirer cette merveilleuse quantité d'eau courante qu'on rencontre le long de la route. Si ce n'est dans les hautes vallées de la Suisse, je n'ai vu nulle part un aussi grand nombre de sources, de ruisseaux grands et petits, tous pleins d'eau douce et limpide. La population s'est tirée parti de tant de bienfaits. Aucune place cultivable qui ne soit ensemencée, envoie des champs suspendus en des points qui paraissent presque inaccessibles. Chemin faisant, je rencontre un Hajj, l'auteur, musulman qui a fait le pèlerinage de la Mecque. Fin de note. Qui suit la même direction que nous. Apprenant que je suis étranger, il me salue en français et nous causons. J'avais remarqué déjà, et c'est un fait que je ne cesserai de constater dans la suite, que les Hajj étaient généralement plus polis et affables que les autres musulmans. C'est à tort qu'on se figure parfois qu'ils reviennent de la Mecque plus fanatiques et intolérants qu'ils n'étaient. Le contraire se produit. Leur long voyage, les mettant en contact avec les Européens, leur fait voir d'abord que ceux-ci ne sont pas les monstres qu'on leur avait dépeints. Ils sont surpris et reconnaissants de ne point trouver chez nous d'hostilité, puis nos bateaux à vapeur, nos chemins de fer, les frappent d'admiration. En retour, ce n'est pas le souvenir de la Kaaba qui hante leur esprit. C'est celui des merveilles des pays chrétiens, celui d'Alexandrie, de Tunis, d'Alger. La plupart du temps, le pèlerinage, loin d'augmenter leur fanatisme, les civilise et leur ouvre l'esprit. Quelle que pût être notre célérité, il n'était pas possible d'arriver à Tétouan le jour même. Nous passâmes la nuit dans un village d'Ibn Hassan. Le lendemain, nous repartîmes de très bonne heure. À 6 heures du matin, nous étions dans la ville. Les Bni Hassan, sur le territoire desquels j'avais marché pendant la plus grande partie de cette excursion, sont de race et de langue tamazight. Ils sont dits Qbeil, note de l'auteur. Les expressions de Qbeil, Shleh, Haratn, Braber sont autant de mots employés par les Arabes pour désigner une race unique, dont le nom national, le seul que se donnent ses membres, est celui de Amazir, féminin Tamazirt, pluriel Imazirn. Au Maroc, les Arabes appellent Qbeil les Imazirènes de la partie septentrionale, ceux qui habitent au nord du parallèle de Fès. Ils donnent le nom de Shleh à tous les Imazirènes blancs résidant au sud de cette ligne. Parenthèse. En d'autres termes, et plus exactement, les Imazirènes du massif rifin sont appelés Qbeil, et ceux du massif atlantique, Shleh. La ligne de démarcation entre les deux noms est la large trouée qui sépare les deux massifs, celle qui conduit de la Lamarnie à Fès et de là à l'océan par la vallée du Sbou. Fin de parenthèse. Celui de Haratn, aux Imazirènes noirs, le Sétiope, des anciens, enfin celui de Braber, est réservé à la puissante tribu Tamazirt dont il est proprement le nom. Monsieur le colonel Carrette ne s'était pas trompé en disant que le mot de Braber, appliqué par les généalogistes arabes à toute la race Tamazirt, devait être celui de quelques tribus importantes de ce peuple, tribus dont on avait par erreur étendu le nom à toutes les autres.
Cette tribu des Brabers existe toujours. C'est encore aujourd'hui la plus puissante du Maroc. Il occupe toute la portion du Sahara comprise entre l'Oued Dra et l'Oued Ziz, possède presque en entier le cours de ces deux fleuves, et déborde en bien des points sur le flanc nord du Grand Atlas. Elle est jusqu'à ce jour restée compacte, et il réunit chaque année en assemblée générale les chefs de ses nombreuses factions. Nous donnerons ailleurs sa décomposition. Dans le Sahara, dans le bassin de la Mlouya, on est près de la tribu des Brabers. On la connaît, on a garde d'appliquer son nom à d'autres qu'à elle. Mais quand on s'éloigne vers le nord et qu'on aille à Fès ou à Sfrou, on trouve déjà la confusion. On entend généraliser le nom de la célèbre tribu du Sud et l'appliquer indifféremment à toutes celles des environs qui parlent la même langue, comme les Ayetiussi, les Ibni Warain, les Ibni Mgild, les Ayan, etc. Tribus que, mieux informés, les Arabes de Rsab el-Shurfa ou des Oulad el-Hajj auront soin de n'appeler jamais que du nom général de Shleuh. Pour nous, suivant l'exemple des tribus limitrophes des Brabers, nous donnerons le nom de Qbaïl aux Imaziren, que l'usage fait désigner ainsi, aux autres celui de Shleuh ou de Hratn, réservant celui de Braber pour la seule tribu à laquelle il appartient. Note de la rédaction. Le substantif Braber, qui pour l'auteur désigne les tribus amazirs dans le versant est du Grand Atlas, notamment les Ait Yefilmen et les Ait Atta, peut avoir une connotation encore plus péjorative, ou du moins condescendante. Quant au substantif Qbaïl, il aurait été utilisé par l'administration coloniale en Algérie du XIXe siècle pour désigner un groupe de tribus amazirs à l'est de ce pays. Les originaires de la région du Rif sont appelés à l'est de Babrd, Rmara, Riafa ou Rouafa, les Rifins en français, et ils sont berbérophones dans leur grande majorité. À l'ouest, ils sont appelés Jbala, ils sont pour la plupart arabophones. La rédaction n'a pas pu trouver jusqu'à présent un seul ouvrage en arabe qui emploie ces deux substantifs dans le sens que leur a assigné l'auteur. Fin des deux notes. Les Ibn Hassan sont dits Qbaïl. Tout le massif montagneux auquel ils ont donné leur nom leur appartient. Cette tribu me paraît riche et nombreuse, à voir la quantité et l'importance des villages, la fertilité du pays, les belles cultures qu'elle renferme, le monde qu'on y rencontre sur les routes. Elle est fort dévote, à en juger par la grande proportion de hajj qui s'y trouve, par le nombre de ses qubbas et de ses zaouïas, à en juger aussi par les immenses détours qu'on me faisait faire à travers champs chaque fois qu'on approchait d'un de ces lieux vénérés, de peur de le souiller par la présence d'un juif. Dans cette tribu, aussi bien que chez les Lahmins, les costumes sont les suivants. Pour les hommes de condition aisée, caleçons étroits, s'arrêtant au-dessus du genou. Courte chemise sans manches, en laine blanche, descendant jusqu'à mi-cuisse. Enfin, jellabia brune. Comme chaussure, la blra jaune. Note de l'auteur. La blra est une sorte de pantoufle très large, en cuir souple à semelle mince, sans talons. C'est la seule chaussure qu'on voit au Maroc. Fin de note. Comme coiffure, une calotte rouge. Ces dernières se suppriment souvent, dans tout le Maroc. Les populations des campagnes ont d'habitude la tête nue, quelque soleil qu'il fasse et bien que la plupart se rasent les cheveux. Les pauvres n'ont qu'une chemise de laine blanche et une djellabia ou un court burnous de même étoffe. Rien sur la tête, ou bien quelques chiffons blonds rouges noués autour, laissant le crâne à découvert, les pieds nus ou chaussés de sandales. Et si par exception peu de cheveux sont rasés, on se contente de les porter très courts. Rien de particulier dans le costume des femmes. Elles ont celui qu'elles portent dans les campagnes du tel algérien. Elle est uniformément en laine ou en cotonnade blanche. Toutes laissent leur visage découvert. Pour travailler au champ, elles s'enroulent autour des jambes un épais morceau de cuir faux fixé sur le devant par une agrafe. C'est quelque chose comme les cnémides que mettait Laërte pour jardiner. Note de la rédaction.
et peut s'agir d'un article appelé dans certaines localités par le nom de trabaq. Fin de note. En général, les hommes sont assez beaux et surtout vigoureux, les femmes laides et communes. Bien que le tamazirt soit leur langue habituelle, les Bni Hassan savent la plupart l'arabe, mais ils y mêlent diverses expressions étrangères. Telle est la particule « de » dont ils font précéder les noms au génitif. Ainsi ils disent « Wad al-Nakhla »,« Djbel d-l'Ahmas », etc. Cet emploi du « de » se retrouve d'ailleurs dans le Maroc entier avec le même sens, celui de notre préposition « de », mais nulle part avec autant d'excès qu'aux environs de Tétouan. Lu pour vous par Mohamed El-Kechtoum. Dans le prochain épisode, l'auteur fera le voyage de Tétouan à Fès, en passant par Aqsa el-Kebir. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.